Dans le cadre des élections régionales des 20 et 27 juin, nous recevons Christelle Nanor de la liste La Région au service du peuple. Christelle Nanor, bonjour. Bonjour, M. Baramble. Vous êtes la présidente de la Guadeloupe Concert en Action, la LGA, un parti, vous avez précisé, humaniste pour mettre l'humain au centre de ses préoccupations. Finalement, Christelle Nanor, on se retrouve dans le grand bain, on s'est jeté à l'eau pour ces régionales. Alors, comment s'y sent-on en tant que jeune, on va dire, politique? Bien, on se sent très bien. Alors, je vous rectifie, c'est pas LGA, c'est LGCA pour le parti politique. Voilà, LGCA, oui. Mais sinon, on se sent bien, on se sent prêt à en découdre, j'ai envie de dire. Donc, maintenant que la liste est déposée, que les choses se confirment et donc on va purement et simplement suivre le planning qui est prévu, commencer à faire des interventions qui soient plus rapprochées et plus importantes pour que vraiment notre message soit diffusé au sein de la population guadeloupéenne le plus massivement que possible. Alors maintenant que l'on s'est jeté à l'eau, est-ce que Christelle Nanor sait nager? Eh bien oui, je sais nager, dans le sens propre comme dans le sens figuré, je pense. En tout cas, je suis là pour en faire la démonstration et pour rassurer la population guadeloupéenne sur le sérieux et la crédibilité de ma candidature et bien évidemment de l'ensemble de mes colistiers. Donc il n'y a pas besoin de bouée pour ces régionales. Christelle Nanor, évidemment, la question qu'on peut se poser, basique, pourquoi vouloir absolument aller à ces régionales 2021? Bien parce qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. C'est soit on continue les choses telles qu'elles sont, on fait perpétuer le système qui ne fonctionne pas avec les personnes qui ne fonctionnent pas. Ça fait quand même des années qu'on a les mêmes élus en place et je pense que s'il y avait quelque chose qu'ils étaient capables de faire ou qu'ils voulaient faire, ils avaient eu largement le temps de le faire jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on doit arrêter de voter pour les mêmes, de donner les faveurs qui n'en finissent pas jusqu'à ce qu'ils en soient totalement remplis, gavés. Il faut que les Guadeloupéens, que nous, population guadeloupéenne, que nous disions dorénavant, on sait ce qu'on veut, mais on sait aussi surtout ce qu'on ne veut plus. Et les personnes qui font des promesses qui ne sont pas tenues, qui se vendent comme des grands sachants, des grands sauveurs et qui n'en font rien du tout et qui en plus de ça ont un niveau d'intégrité plus ou moins variable, on doit couper avec cela. On est dans une difficulté qui est encore plus importante d'un point de vue économique, d'un point de vue social que sur les années précédentes. Et ça, on peut le mettre sur le dos du Covid, bien évidemment. Mais il n'y a aucun problème existant sur le territoire guadeloupéen qui n'existait pas déjà avant le Covid. Donc du coup, aujourd'hui, les choses sont juste encore plus dramatiques et encore plus importantes. Et c'est justement parce qu'on est dans cette situation qu'il faut impérativement faire le choix d'agir autrement et de travailler avec de nouvelles personnes, parce que je pense que celles qui sont déjà installées dans le paysage politique guadeloupéen depuis beaucoup trop longtemps pour certains, ne sont plus dans la capacité de pouvoir apporter du renouveau, de pouvoir apporter quelque chose de différent et qui est attendu pourtant par la population guadeloupéenne. Donc nous sommes finalement presque obligés de faire quelque chose sur notre pays parce qu'on ne peut pas être à la fois victime et complice. On ne peut plus continuer à voter pour des gens qu'on sait pertinemment qui ne vont pas faire le travail et en plus derrière d'être victime de ces personnes parce qu'on pleure, parce qu'on n'est pas content, parce que le travail n'est pas fait, parce qu'on se sent humilié, ridiculisé par leur posture, leur comportement, donc ils doivent être dans une situation à nous représenter. Donc il faut à un moment donné qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut. Et là, on est arrivé au moment où le choix qui sera fait par la population sera déterminant pour l'avenir du territoire. Soit on poursuit le déclin, soit on tourne la page et on commence une nouvelle aventure. Et c'est ce que nous proposons avec notre liste La Région au service du peuple. Très bien. Alors, vous êtes jeune politique. Alors, est-ce que cela veut dire que vous avez une vision et surtout des compétences pour pouvoir vous lancer dans cette bataille et surtout pour diriger une région? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, en termes de compétences, il n'y a pas que moi dans la bataille. On rappelle quand même que c'est une liste de 43 personnes. Donc, cette liste de 43 personnes, elle est plutôt bien agencée, j'ai envie de vous dire. Il y a des personnes qui sont expérimentées dans l'économie, à commencer par moi-même, qui suis quand même titulaire d'un master en économie, avec une expérience commerciale qui est importante. Vous avez des personnes en compétences sociales, médico-sociales, dans l'agriculture, l'élevage. Nous avons des professionnels dans le numérique. Il y en a tellement que je ne me souviens pas forcément de tous les CV. Dans le numérique, dans la formation professionnelle, dans l'insertion, dans vraiment tous les domaines qui sont nécessaires pour avoir une gouvernance qui soit à la hauteur au sein de l'institution. Et donc, du coup, on a quand même fait beaucoup, très attention d'ailleurs, parce que on voulait mettre les compétences en avant. Parce qu'on sait très bien que ce qui compte, c'est pas juste d'aller aux élections, c'est après les élections. Une fois qu'on a une équipe installée, qu'est-ce qu'on fait?
Et si cette équipe installée est une équipe, c'est ce que je veux dire, de personnes qui n'ont pas les compétences pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir travailler correctement et gouverner, en fait, on aura passé des semaines à baratiner les Guadeloupéens pour ne rien offrir finalement sur les années de mandature. Donc nous, on préfère avoir une liste de personnes, d'hommes et de femmes qui sont compétents, mais qui ne sont pas forcément populaires, connus de partout, mais qui seront efficaces au sein de la gouvernance, parce que c'est à ce moment-là qu'on verra qui a quoi dans le vent. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années que vous voulez corriger? Alors, il y a tant à corriger. La liste, elle sera longue. Oui, il y a tant à corriger. Bon, déjà, on va dire que la région Guadeloupe, elle est chef de file pour assurer le développement économique. Et vu qu'aujourd'hui, la région, elle a plutôt tendance à freiner le développement économique, à mettre des bâtons dans les roues aux porteurs de freiner, projets. Vous dites bien, pesez bien vos mots, freiner le développement économique. Oui, totalement. Vous savez, un parti humaniste comme le nôtre, il lutte contre les discriminations à l'embauche, discrimination sociale, discrimination économique, discrimination aussi à l'accès aux aides. Lorsque vous êtes un porteur de projet et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de budget à la région pour pouvoir vous aider à créer votre entreprise, et qu'ensuite la gouvernance se félicite de terminer son exercice comptable avec un excédent, on se pose la question pour quelle raison est-ce que cet argent n'a pas été correctement aiguillé pour accompagner ces porteurs de projets. Comment se fait-il que les entreprises, on leur donne du saupoudrage d'argent public qui ne permet même pas d'assurer le développement, mais simplement de couvrir des couverts bancaires? Comment une entreprise peut être un acteur économique de premier plan qui participe concrètement au développement économique lorsque la gouvernance même n'a toujours pas compris comment ça fonctionne l'économie? Il faut qu'on puisse mettre des personnes qui ont les compétences pour faire les bonnes choses. Personnellement, je suis formée en économie. Je sais comment est-ce qu'on fait un développement économique. Les ricochets positifs d'une entreprise sur l'ensemble de son territoire de façon géographique, sur l'ensemble du territoire de façon sociale et sur l'ensemble du territoire de façon économique. Et tant qu'on n'a pas cette visibilité, cette vision et cette créativité, cette audace, cette ouverture d'esprit, avec les personnes que nous avons, nous allons rester embourbés dans ce déclin économique qui a été engagé depuis déjà des années et encore plus renforcé depuis 2 ans à cause de l'arrivée du Covid. Très bien. Alors, vous dites qu'il y a des freins, que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Alors, vous, à la région, en tant que présidente, quelles seront vos priorités, vos actions prioritaires? Alors, il y a tant d'actions prioritaires, bien évidemment. Oui. Alors, au moins les prioritaires. Alors, on va dire que les plus importantes, ça va être assurer le développement économique, s'occuper de l'eau, s'occuper des déchets, s'occuper des transports. Et bien évidemment, on l'a mis dans notre programme, s'occuper de l'amélioration de l'habitat. Parce qu'il faut impérativement, quand on veut avoir un peuple digne, quand on veut vraiment prouver aux personnes qu'elles sont au centre des préoccupations et qu'on s'occupe d'eux, les personnes âgées, les personnes démunies, quelle que soit leur position sur le territoire, on doit absolument s'en occuper pour que les personnes vivent bien chez elles. C'est plus possible les toitures où il y a de l'eau qui égoutte, c'est plus possible les sanitaires qui sont vieillots, qui datent et qui ne sont plus aux normes et qui ne sont pas confortables. Nous avons une population guadeloupéenne qui est vieillissante, donc il faut qu'on s'occupe en priorité de nos personnes âgées. Un peuple qui sait s'occuper de ses personnes âgées et également de sa jeunesse, c'est un peuple fort, un peuple digne, un peuple respectable et qui se fera respecter. Donc il y a beaucoup de choses bien évidemment à manager. C'est bien que nous ayons une personne d'ailleurs dans notre équipe qui est spécialiste dans l'eau et dans l'assainissement, qui a passé plus de 10 ans à travailler chez Veolia en France hexagonale, parce que du coup, il sera en mesure de représenter la région Guadeloupe au sein du SMO et de faire en sorte que les chantiers et que les décisions soient bien prises au bon moment et que les décisions puissent concrètement être engagées pour qu'on puisse arriver à trouver des solutions pour l'ensemble des travaux à réaliser. D'accord, mais lorsque l'on dit par exemple qu'on a des projets au niveau économique, est-ce qu'on peut définir un projet? Parce que bon, c'est facile de dire on a un projet économique, on a un projet au niveau tourisme et compagnie, mais est-ce qu'on peut définir quelque chose qui pourrait améliorer le quotidien des Guadeloupéens, on va dire au niveau économique par exemple? Afin d'améliorer le quotidien des Guadeloupéens d'un point de vue économique, il faut cesser les freins qui sont installés au sein de l'institution, c'est-à-dire la discrimination aux aides. Il faut impérativement que lorsqu'un porteur de projet se présente à l'institution régionale, quel que soit son nom de famille, quel que soit qui l'a pistonné pour arriver, il faut que le projet soit correctement étudié, qu'on ne balise pas les sorties d'argent en disant cette année on n'accompagne que les projets qui sont orientés vers le tourisme, qui sont orientés vers l'agriculture. Il faut que le champ soit totalement ouvert. C'est pour ça que dans notre vision on a mis l'ouverture des champs des possibles et ensuite on a mis la transformation de la Guadeloupe, que ne soit pas juste terre de talent et terre de champions, mais aussi une terre d'opportunités. La région Guadeloupe n'est pas là pour faire à la place des citoyens. La région Guadeloupe est là pour mettre les moyens, les dispositifs en place. Mais quand les dispositifs qui sont mis en place, ils sont verrouillés
parce qu'on ne veut pas lâcher pour des personnes parce qu'on n'aime pas leur tête, eh bien, on est en train de pénaliser, de verrouiller le développement économique du territoire. Nous avons une population qui est très créative, qui a de l'audace, qui a de l'ambition et qui ne manque pas d'idées. Ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est un appel que je peux envoyer à tous les porteurs de projets, la région Service du Peuple sera élue à la tête de l'institution régionale. Commencez à préparer vos projets, venez demander vos subventions, vous allez être accompagnés correctement. Parce que c'est ça la clé de voûte. Il faut déverrouiller tous les cadenas qui ont été posés au sein de l'institution pour que chacun puisse trouver son compte et participer purement et simplement au développement du pays. Donc si l'ingénierie, on pouvait la mettre enfin à la disposition des petits porteurs de projets, eh bien sûr que davantage de personnes pourraient récupérer de ces subventions pour non seulement lancer les activités, mais aussi pour les développer. Parce que c'est pas tout de lancer, mais après, quand on a commencé l'activité avec peut-être 10 ou 15 salariés, on se fait une réputation, on commence à développer ses ventes, aussi bien localement que sur les territoires extérieurs. Nous faisons partie d'une Union européenne, 27 pays, c'est un immense marché. Et je ne comprends pas pour quelle raison est-ce qu'on s'obstine à vouloir produire uniquement pour le marché guadeloupéen. On fait partie d'un ensemble. Donc, du coup, nous devons avoir cette réflexion de se dire, quand on crée quelque chose en Guadeloupe, ce n'est pas que pour les Guadeloupéens, c'est pour l'ensemble de l'Union européenne. Allons chercher dans les poches de l'ensemble des Européens l'argent dont on a besoin pour enrichir notre territoire et continuer à enclencher son développement. Alors, justement, en parlant d'économie toujours, vous avez une vision sur le tourisme qui ne peut être que le seul vecteur de développement au pays? Le tourisme ne peut en aucune manière être le seul secteur de développement de notre territoire. Pour ça, il suffit d'aller faire un tour dans les autres îles de la Caraïbe. Elles ne disposent pas toutes des mêmes richesses, des mêmes ressources, même de la même taille que notre territoire. Donc, c'est normal que certaines îles sont focalisées sur le tourisme. Mais nous avons la possibilité de faire bien plus que du tourisme. Et le tourisme tel qu'il est aujourd'hui peut être encore amélioré, peut être encore développé. Il faut une organisation des activités, des événementiels pour que toute l'année, la Guadeloupe soit une destination attractive. Quel que soit le moment où les touristes veulent venir en Guadeloupe, il faut qu'il y ait un calendrier dans lequel ils se disent « super, je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Quand je suis disponible, la Guadeloupe a tout mis en place pour que je sois impérativement bien occupée, bien reçue et du coup que j'ai envie de dépenser un maximum d'argent sur place. » Il faut également aussi offrir une offre touristique différente, avec un tourisme vert, un tourisme bleu, bon ça c'est des choses que tout le monde sait dire, mais un tourisme médical aussi, un tourisme de santé, un tourisme de voyage un peu extraordinaire, hein. Je pense à des sorties aériennes qui peuvent être organisées avec vraiment des plans de vue extraordinaires. Enfin, il faut purement et simplement laisser sa créativité opérer parce que le tourisme c'est du rêve que l'on vend. Et une fois que le rêve il est bon, en face vous avez des clients qui sont prêts à payer le prix qu'il faut pour ce rêve-là. Donc concevons des différents rêves, ayons l'audace de proposer des choses et le public il est là. Il y a quand même 7 milliards de personnes sur Terre, on trouvera toujours quelqu'un pour pouvoir profiter de la destination touristique Guadeloupe. Alors, autre compétence de la région, l'enseignement, la santé. Alors, il y a suffisamment de lycées en Guadeloupe ou bien encore, bon, on pourrait encore construire quelque chose? Je pense qu'il y a suffisamment de lycées en Guadeloupe. C'est pas une question de nombre d'infrastructures. Ce qu'il faut, c'est la formation, bien former les jeunes. Voilà, au niveau du lycée, bon, j'ai envie de vous dire, le lycée, c'est pas franchement la région qui décide de l'enseignement, d'accord? La région, elle chapeaute effectivement l'entretien des bâtiments, s'occupe du personnel administratif, ça c'est sa responsabilité. Mais en tout cas, sur les programmes de formation, c'est directement au niveau national avec le ministère de l'Éducation que ça se gère. Mais nous avons des idées pour faire en sorte que la formation professionnelle, après le lycée, soit davantage efficace. Parce qu'aujourd'hui, on propose des formations sans moyens. Il n'y a même pas parfois les ustensiles pour ceux qui font des formations pour devenir des artisans pour pouvoir travailler. Et ça n'a pas de sens. Donc, il faut mettre des moyens pour pouvoir montrer du respect à cette jeunesse. Voilà, on vous donne les moyens, on vous donne des équipements en bon état, voire même neufs, pour que vous puissiez apprendre à travailler vos métiers. Ça, c'est une chose. Et puis, une deuxième chose, le développement économique du territoire, c'est à lui de chapeauter la formation professionnelle. On ne peut pas former des personnes à des métiers qui sont soit inexistants en Guadeloupe, ou soit pour lesquels il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de place, parce qu'on n'en a pas besoin. Je vois toujours des gens aller en formation, par exemple, commerciale, ils sont à 30 dans une salle, et puis finalement, au bout de 1 ou 2 années de formation, on n'a que 10 qui trouvent du travail. Pourquoi former 30 personnes à un métier, quand on sait que le marché de l'emploi ne peut en accueillir que 10? Formez-en 10. D'accord. Et ensuite, faites autre chose. Alors, vous avez parlé, je ne sais pas si ça c'est toujours pour vous, hein, si c'est toujours d'actualité, mais vous parliez à un moment de gratuité de l'eau. Alors, est-ce toujours quelque chose? Tout à fait.
de possible pour vous, oui? Oui, C'est toujours dans les projets. C'est toujours d'actualité, tout à fait, bien évidemment. Plus que jamais d'ailleurs. Vous en saurez davantage dans quelques jours. Dans quelques jours. C'est toujours possible et c'est toujours d'actualité, bien sûr. Donc pour la LGCA, c'est quelque chose de totalement possible pour le Guadeloupéen. Tout à fait. D'avoir de l'eau gratuitement. Tout à fait, bien évidemment. Exactement. Mais nous aurons l'occasion de reparler. Alors, au début, vous parliez aussi de la probité de nos élus. C'est vrai qu'on a depuis quelque temps pas mal d'affaires qui sortent. Alors, un élu doit être vraiment au-dessus de tout soupçon. Alors, un élu est censé, oui, être au-dessus de tout soupçon. Un élu est censé représenter la population guadeloupéenne. Lorsqu'un élu faute, c'est le peuple qui faute. Donc, du coup, un élu doit faire attention à ce qu'il fait, aux décisions qu'il prend, à sa posture, à son comportement, parce qu'on n'est plus juste soi-même. Et je pense que beaucoup ont oublié qu'ils avaient une responsabilité et une éthique à porter, parce que cette éthique à porter, c'est l'éthique qui colle sur le front de chaque Guadeloupéenne et de chaque Guadeloupéen. Et bon, c'est bien dommage, mais après, c'est aussi une bonne chose que les choses soient dites à la population, parce que j'espère que les Guadeloupéens prennent conscience que vraiment, on leur a beaucoup menti jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que les yeux de chacun d'entre nous puissent enfin s'ouvrir. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, on est à la croisée des chemins. Donc, c'est soit on choisit de garder les mêmes et de continuer finalement ce qui a été enclenché, c'est-à-dire la destruction de la population guadeloupéenne et des relations que nous avons et de notre développement économique. Soit on leur dit ça suffit les gars, vous avez suffisamment donné, on peut plus continuer avec vous. Et je pense que si le peuple dit ça, c'est bien plus généreux que ce que la justice pourrait dire à certains demain matin. Voilà, donc en jetant un petit coup d'œil sur les listes, on constate qu'il y a aussi la présence de nombreuses personnalités guadeloupéennes à ces élections. C'est une bonne chose? Écoutez, sur la liste de la LGCA, mais sur d'autres listes également? Alors, sur notre liste, on n'a pas de grandes personnalités, mais sur les autres listes, bon, je pense que ils ont besoin de se réconforter, de penser que des noms connus vont faire la différence chez eux, parce que justement, ils ont la crainte de tout ce qui leur pèse sur les épaules. Donc du coup, voilà, on cherche des noms pour faire croire qu'il suffit d'avoir des noms de famille intéressants pour que l'élection soit déjà gagnée. Alors, vous pensez qu'il y a une crainte? C'est pas des noms, c'est des compétences. Vous pensez qu'il y a une crainte quand même au niveau des partis traditionnels actuellement? J'espère qu'ils ont des craintes, parce que s'ils n'ont pas de crainte, ça veut dire qu'ils n'ont toujours rien compris aux attentes de la population guadeloupéenne. Ils ne peuvent pas dire ou entendre la population guadeloupéenne dire on veut du renouvellement, aller aux élections en sachant qu'ils sont à l'opposé de représenter le renouvellement et ne pas avoir la crainte d'être mis de côté. S'ils n'ont aucune crainte, c'est que ces personnes ont de graves problèmes. La question statutaire occupe une grande place dans les débats. Alors comment perçoit cette question statutaire au niveau de la LGCA? Comment vous percevez cette question? Alors, cette question d'évolution statutaire est une question qui est très intéressante. Nous, on estime que avant de passer par une évolution statutaire, il faut déjà être en capacité d'utiliser le statut que nous avons correctement. La Guadeloupe, elle est dans le droit commun, comme la plupart des autres régions françaises. Sauf que dans la plupart des régions françaises, le taux de chômage est 3 fois inférieur. Dans la plupart des régions françaises, il y a de l'eau qui coule dans le robinet. Dans la plupart des régions françaises, il y a des transports, il y a des cycles de recyclage de déchets qui sont mis en place. Donc si la Guadeloupe, malgré le même statut que la plupart des autres régions françaises, n'est pas correctement gouvernée, n'agit pas dans l'intérêt général de la population guadeloupéenne, aujourd'hui, je doute de la capacité d'utiliser encore plus de pouvoir et encore plus d'argent entre les mains de celles et ceux qui nous ont conduits à la situation que nous avons aujourd'hui. Je ne crois pas en ces personnes qui seraient capables de faire autre chose sous prétexte qu'elles auraient plus de pouvoir. Donc nous, on veut utiliser l'institution telle qu'elle est déjà aujourd'hui, parce que pour nous, c'est une véritable fierté en termes de pouvoir, en termes de moyens, mais qui est conduite comme une deux chevaux volontairement, parce qu'il ne faut pas trop en donner au peuple, sinon ça demanderait trop de travail. Donc on va l'utiliser à maxima, on va faire les choses très bien, et lorsque nous serons arrivés au bout des pouvoirs de cette institution, s'il y a besoin effectivement de passer par une évolution statutaire, nous connaissons les voies pour y accéder, eh bien nous inviterons la population avec une information simple, claire, nette et précise à aller dans cette direction. Et aujourd'hui, on a lancé une campagne justement de vidéos, donc pour justement que la population puisse être en mesure de se rendre compte des écarts entre ce qu'elle obtient de l'institution régionale et les réelles missions et les réels pouvoirs de l'institution. Donc, comme ça, quand on écoute ces vidéos, quand on les regarde, on se dit, tiens, la région peut faire ça. Eh ben oui, elle peut faire ça. Eh ben, elle n'a jamais fait. Comme ça ouvre encore les yeux des Guadeloupéens
pour qu'ils puissent se rendre compte qu'on n'a pas un problème de pouvoir, qu'on n'a pas un problème de statut, on a un problème de gouvernance d'hommes et de femmes qui ont fait le choix de travailler plus pour eux que pour l'ensemble de la population guadeloupéenne. Pour l'instant, sortir de l'indépendance institutionnelle pour la LGCA, ce n'est pas d'actualité, mais... Non, ce n'est pas d'actualité. Pas d'actualité. Mais si c'est nécessaire, dans quelques années, pourquoi pas, avec plaisir. Très bien. En quoi, vous, Christelle Nanor, vous seriez différent, vous allez travailler différemment que les autres politiques? Tout sera différent déjà parce qu'on va travailler dans la concertation. On a l'intention de faire une gouvernance qui soit vraiment ouverte, que aussi bien que les églises sont la maison du peuple, il faut aussi que l'institution régionale soit la maison du peuple. Que les acteurs économiques, sociaux, culturels trouvent leur place auprès de cette institution pour qu'ils soient au cœur de l'institution à prendre les décisions avec les élus. Pas question que les élus soient tout seuls d'un côté et que le reste de la population et nos acteurs économiques, sociaux, culturels, tout seuls de leur côté, et que les décisions se passent, finalement, il y en a d'un côté qui décide, l'autre qui subit de l'autre, et on se pose la question, mais ils font quoi les élus? Non. Mais est-ce que tout ce que vous dites là, est-ce que c'est possible, parce qu'on sait que tous les politiques disent pareil, ils disent la même chose, que on va faire ci, on va faire ça, et en réalité, lorsque l'on regarde quelques années après, rien n'a été fait. Alors, est-ce qu'au niveau de la LGCA, on fera ce que l'on dira? On fera ce que l'on dit. De toute façon, ce que l'on dit est tellement simple, clair, net et précis qu'il n'y a pas possibilité d'être dans une démarche d'enfumage. Quand je dis concertation, les acteurs économiques, les représentants des fédérations, des groupements d'entreprises par secteur seront invités à participer aux commissions, pour moins simplement. On fait une commission sur l'agriculture, tous les représentants de l'agriculture viendront et c'est avec eux qu'on va analyser le terrain, prendre les décisions et ensuite eux ils iront sur le terrain pour les mettre en application. Et nous allons purement simplement donner les moyens. Est-ce que c'est si difficile que ça d'identifier des personnes qui représentent des filières et de les inviter tous les mois, tous les 2 mois à une commission pour faire le point et travailler ensemble? On ne peut pas mettre des Guadeloupéens dans une même salle. Bien sûr que c'est possible de faire ça. C'est tellement simple justement à faire et ça ne coûte rien. Donc je ne sais pas pour quelle raison est-ce que jusqu'à aujourd'hui, nos élus se privent de ce luxe d'avoir des acteurs de terrain à leur côté assis autour d'une table pour décider ensemble. Quand on décide ensemble, on ne fait pas de dépenses d'argent public pour rien. Quand on décide ensemble, chaque centime qui sort des caisses de l'institution est de l'argent investi parce qu'on sait très bien où ça va et on sait très bien que ça va fonctionner puisque ce sont les acteurs du terrain qui ont demandé cet argent et qui savent comment ils vont l'utiliser derrière. Parti humanitaire, vous parlez beaucoup de transformation numérique, vous parlez également d'écologie, une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on perçoit plein de choses qui arrivent de l'extérieur, mais on n'a pas vraiment de quoi bien se nourrir en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'au niveau de la région, est-ce qu'au niveau donc de la LGCA, on y pense également? Cette souveraineté alimentaire? C'est même un pilier de notre projet. On est obligé d'aller vers cette souveraineté alimentaire pour assurer le développement économique du territoire. Si on veut faire de l'industrialisation en Guadeloupe, il faut d'abord développer le secteur primaire, agriculture, élevage, pêche, filière bois et artisanat. Si on ne développe pas ces filières et ce secteur primaire, on n'a rien du tout à mettre dans les usines qui vont faire des produits privilégier la consommation locale. Bien évidemment, mais ça passe pas par une obligation fiscale. J'entends à droite ou à gauche, on va augmenter les taxes pour forcer les gens à consommer la production locale. Écoutez, je pense que les gens sont des Guadeloupéens responsables et que nous, c'est pour ça aussi qu'on s'appelle la Guadeloupe consciente en action. Conscientisons notre peuple. Expliquons aux Guadeloupéens en quoi c'est différent d'acheter le produit d'importation et le produit local. Quels sont les impacts, les ricochets que ça a sur le territoire. Et comme ça, chacun, quand il ira dans son magasin et qu'il verra d'un côté le produit d'import et le produit local, on prendra sa décision en toute conscience. Mais le pouvoir économique de la Guadeloupe, le pouvoir de développement et le pouvoir de richesse de notre territoire, il est entre les mains de chacune et chacun d'entre nous, parce que c'est nous les consommateurs et donc c'est nous qui décidons de ce qui rentre en Guadeloupe et dans quelle quantité et de quoi on se nourrit. Donc il faut par contre juste expliquer tout ça aux Guadeloupéens et non pas les forcer à coups de taxes à orienter leurs décisions, leurs choix d'achat. Alors, on sait que ça sera compliqué avec les conditions sanitaires, la situation sanitaire en Guadeloupe. Alors, comment vous allez pouvoir faire passer vos idées? À travers quoi? À travers certainement les réseaux sociaux?
Eh bien, oui, bien sûr, on est déjà très présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois déjà, donc on va continuer, même renforcer encore nos communications, nos conférences, enfin tout cela, il n'y a aucun souci pour ça, mais on fera bien évidemment des interventions sur le terrain, même si c'est un petit comité, on ne peut pas s'appeler parti humaniste et ne pas trouver des solutions respectueuses de la population guadeloupéenne par rapport à la situation Covid, mais quand même être présent sur le terrain. Donc du coup, nous serons présents sur le terrain et nous serons présents sur les réseaux. Grâce à des journalistes, à des médias comme vous, bien nous aurons aussi une couverture médiatique que nous allons utiliser à bon escient pour bien faire passer nos messages. Donc je vois cette campagne, même si elle est un peu courte, d'un très bon œil et je suis sûre que nous ferons le maximum et le meilleur de travail et que la population guadeloupéenne, sur laquelle je compte profondément pour apprécier, comprendre et nous soutenir massivement, sera au rendez-vous. Vous auriez pu être sur une liste, mais vous avez préféré aller seul, faire passer vos idées. Tout à fait. En fait, il n'est pas question d'associer ni mon nom ni celui de mes colistiers à des personnes en lesquelles nous n'avons pas confiance. J'aurais pu aller sur une liste, la liste de n'importe qui. Si j'étais là pour un poste, n'importe qui quand même, on a quand même des tendances quand même. Si j'étais là pour un poste et pour un mandat, excusez-moi, il y a des gens qui sont sortis d'un parti pour se retrouver sur une autre liste d'un autre parti qui n'a rien à voir avec leur parti d'origine. D'accord? Parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas que leurs convictions politiques ont changé du tout du jour au lendemain entre les municipales et les régionales, il s'est passé qu'un an. Non, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui cherchent des places pour pouvoir se poser et avoir une carrière devant eux. Si je voulais une carrière politique, je me serais mis sur la liste de n'importe qui en me disant, mon cher, je prends une petite place. Non, moi j'ai des valeurs que je défends. J'ai une intégrité que je défends. J'ai le respect de moi-même et de la population guadeloupéenne. C'est pour ça que notre liste s'appelle la région au service du peuple. Respect, parce qu'il faut mettre du respect dans les relations vis-à-vis de chaque personne. Et donc, du coup, par respect pour la population guadeloupéenne, je ne pouvais pas associer mon nom avec ces personnes qui sont déjà bien installées dans le paysage politique. Et il n'est pas question de les soutenir, pas question de leur donner la possibilité de berner et de continuer à enfoncer la population guadeloupéenne. Donc, il faut faire des choix dans la vie et être droit derrière ces choix. Donc moi, je fais le choix de l'engagement politique pour mon pays, mais surtout pas de m'engager en politique pour faire plaisir à des personnes et pour soutenir des personnes que j'ai largement identifiées comme étant des problèmes pour la Guadeloupe plutôt que des solutions. On a vu quand même pas mal de personnes qui se critiquaient vertement telle année, puis se retrouver sur la même liste. Donc il y a plein de choses comme ça qui, franchement, ne font pas honneur au peuple guadeloupéen. Tout à fait. Moi, je me retrouve pas dans ce genre de pratique. Donc du coup, je ne me retrouve pas, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas dans mon éducation, ça ne me ressemble pas dans ma posture de femme politique, ça ne me ressemble pas dans ce que je suis, d'être dans une démarche comme celle-ci, à changer de courant politique, de bord en fonction de la manière dont le vent souffle. C'est pas possible. Il faut avoir des convictions et savoir qui on est et qu'est-ce qu'on défend concrètement dans la vie. Et moi, ma vision est très claire et donc je connais les pratiques politique de l'ancien temps auquel je ne veux en aucune façon être associée. Donc je suis très éloignée de tout ça. Je regarde, j'observe, mais je ne m'engage pas à ressembler d'une manière ou d'une autre à ces acteurs politiques qui ne me ressemblent pas et dans lesquels je ne me reconnais pas du tout. Très bien. Alors Christelle Nanor, qu'est-ce que vous pourriez bien dire à vos électeurs? Eh bien, j'ai envie de dire aux électeurs que je suis sans doute la personne la mieux placée pour être aujourd'hui à la tête de cette institution, parce que je connais très bien la situation de la population guadeloupéenne, étant donné que je vis cette situation. Il y a un homme célèbre, je n'arrive plus à me souvenir de son nom, qui a dit que toute classe sociale qui aspire à évoluer doit se saisir du pouvoir politique. Je suis une chômeuse, je suis une femme vivant sous le seuil de pauvreté, en privation matérielle. Ma seule présence en tant que tête de liste dans cette élection représente la voix de 151 000 Guadeloupéens qui sont exactement dans la même situation que moi aujourd'hui. Donc s'ils veulent qu'enfin une personne leur ressemble puisse être en capacité de prendre concrètement la mesure de leurs difficultés, de leurs conditions de vie, d'apporter concrètement des solutions, eh bien ils doivent faire le choix de la région au service du peuple, la liste respect, qui est conduite par moi-même, Christelle Nanor. Très bien, Christelle Nanor, on vous remercie. Merci à vous, Monsieur Laramble, et merci à tous les auditeurs et à toute la population guadeloupéenne qui aura pris le temps d'écouter notre échange. Et merci à vous encore. À bientôt. C'était Christelle Nanor, tête de la liste, la région au service du peuple, aux élections régionales des 20 et 27 juin.